Dans le nord de la Tanzanie, là où la grande vallée du Rift déchire la terre depuis plus de 65 millions d'années, il existe un peuple qui croit être arrivé au monde en glissant le long du cou d'une girafe. Les Hadzabe vivent dans ce même paysage depuis 50 000 ans, chassant exactement comme leurs ancêtres le faisaient lorsque les premiers humains modernes commençaient à se répandre sur la planète. Aujourd'hui, il ne reste que 300 à 350 personnes vivant de cette manière ancestrale. Et quand l'un de ces chasseurs parvient à abattre une girafe africaine, quelque chose d'extraordinaire se produit. Toute la communauté abandonne son campement et se déplace là où l'animal est tombé. Si vous êtes passionné par les animaux sauvages et les documentaires authentiques, ne quittez pas cette vidéo. Regardez jusqu'à la fin. Abonnez-vous maintenant à la chaîne et commentez d'où vous nous regardez. La première chose que vous devez comprendre à propos des Hadzabe est qu'ils ne vivent pas dans le passé. Ils vivent dans un présent continu qui n'a tout simplement jamais changé. Tandis que des civilisations naissaient et mouraient autour de la Méditerranée, tandis que des empires construisaient des pyramides et des cathédrales, tandis que l'humanité inventait l'agriculture, l'écriture, la roue, la poudre à canon et le téléphone portable, les Hadzabe ont continué à faire exactement ce qu'ils ont toujours fait: chasser, cueillir, se déplacer dans la savane au gré des saisons. Exister en une harmonie si parfaite avec leur environnement que leur histoire orale ne rapporte pas un seul épisode de famine. Aucun. En 50 000 ans. Réfléchissez-y un instant. Tandis que l'Europe médiévale enterrait des millions de morts à cause de la peste noire, tandis que la Chine impériale affrontait des sécheresses qui décimaient des provinces entières, tandis que les civilisations américaines s'effondraient, les Hadzabe ont simplement continué à trouver de la nourriture, chaque jour, pendant 500 siècles consécutifs. Ils habitent les rives du lac Eyasi, une étendue d'eau salée et peu profonde qui s'étend sur environ 80 km de long et 14 km de large en moyenne au fond de la grande vallée du Rift, dans le nord de la Tanzanie. Le lac se situe à un peu plus de 1030 mètres, au-dessus du niveau de la mer, positionné à la base du plateau du Serengeti, à environ 75 km au sud-ouest du célèbre cratère du Ngorongoro et à 100 km au sud du parc national du Serengeti. Le paysage environnant est un mélange de savanes ouvertes, de bois d'acacia tordus par le vent et le soleil implacable, et d'imposants baobabs qui peuvent vivre plus de 2000 ans et atteindre des troncs d'une circonférence monumentale. Des palmiers doums poussent le long des rives du lac, créant des bosquets qui semblent presque tropicaux, contrastant avec l'aridité environnante. La végétation est dominée par des espèces adaptées à la sécheresse: Acacia tortilis, Acacia mellifera, Commiphora africana. Des arbustes épineux forment des fourrés denses dans certaines zones, tandis que d'autres sont complètement ouvertes, des graminées dorées ondulant sous le vent chaud. La température est presque toujours brûlante. La vallée ne reçoit que 500 à 600 mm de pluie par an, concentrées sur 2 saisons, les longues pluies de mars à mai et les courtes pluies de novembre à décembre. Le reste de l'année est sec, brutalement sec. Durant la saison sèche prolongée, qui va de juin à octobre, l'évaporation surpasse dramatiquement les précipitations. Des parties du lac disparaissent simplement, se transformant en plaines de sel blanc et étincelant, où il est possible de marcher d'une rive à l'autre. C'est durant cette période que les animaux se concentrent autour des rares sources d'eau qui persistent. Des sources qui jaillissent des pentes rocheuses, des mares qui se forment dans les dépressions naturelles du terrain, des tronçons de la rivière Sibiti qui conservent encore un certain débit. La vie sauvage converge vers ces points comme des pèlerins vers un sanctuaire, et c'est exactement durant cette période que les chasseurs Hadzabe installent leurs embuscades pour la grande girafe africaine. Considérez le défi que cela représente. Une girafe adulte peut mesurer entre 4 mètres 30 cm et 5 mètres 70 cm de hauteur. Le record enregistré pour un mâle était de près de 6 mètres, assez haut pour regarder par-dessus un bâtiment de 2 étages. Le poids moyen d'un mâle adulte est de 1192 kg, l'équivalent d'environ 2 robustes chevaux de trait. Les femelles sont plus petites, pesant en moyenne 828 kg, mais représentent tout de même une quantité extraordinaire de viande et de ressources. La peau de l'animal peut avoir jusqu'à 20 mm d'épaisseur sur certaines parties du corps, l'équivalent de 2 pièces de monnaie empilées.
C'est une armure naturelle qui a évolué au cours de millions d'années pour protéger contre les prédateurs, les épines et les parasites. Les taches caractéristiques ne sont pas seulement décoratives. Chaque motif est unique comme une empreinte digitale humaine, et la coloration aide à réguler la température corporelle et à camoufler l'animal parmi les ombres des acacias. Les jambes d'une girafe sont des armes létales. Un seul coup de sabot peut générer une force suffisante pour fracasser le crâne d'un lion adulte ou briser sa colonne vertébrale instantanément. Les lions sont les seuls prédateurs naturels qui représentent une menace réelle pour les girafes adultes. Et même ainsi, les attaques se terminent souvent par la mort du prédateur ou de graves blessures. Le sabot d'une girafe adulte a approximativement la taille d'une assiette plate, une surface dure et tranchante sur les bords, capable de causer des dommages dévastateurs. Le cœur de l'animal est une machine extraordinaire d'ingénierie biologique. Il pèse environ 10 kilos, soit environ la taille d'un ballon de basket, et mesure environ 60 cm de long. Il doit pomper le sang à une pression environ 2 fois supérieure à celle de n'importe quel autre grand mammifère pour réussir à envoyer l'oxygène jusqu'à ce cerveau positionné à des mètres de hauteur au sommet du cou. Un système complexe de régulation de la pression, appelé retenue mirabile, empêche l'excès de sang d'inonder le cerveau lorsque la girafe baisse la tête pour boire de l'eau. Et les yeux. Positionnés sur les côtés de la tête, en haut de ce cou qui fonctionne comme une tour d'observation ambulante, les yeux saillants d'une girafe parviennent à voir les prédateurs approcher à des kilomètres de distance dans toutes les directions. La vision est complétée par une ouïe et un odorat extrêmement affûtés. Tout mouvement suspect, tout son inhabituel, toute odeur de prédateur portée par le vent, et la girafe est déjà en alerte, prête à s'enfuir à des vitesses allant jusqu'à 56 km par heure. Pensez maintenant au chasseur Hadzabe. Il mesure en moyenne 1,60 m. Il pèse peut-être 55 kg, avec la constitution svelte et musclée de celui qui parcourt 15 000 pas par jour depuis qu'il a appris à marcher. Son corps affiche les marques d'une vie entière dans la brousse africaine, cicatrices de chasse, de morsures de serpents, d'épines et de scorpions, de chutes de baobab lors de la collecte de miel, peut-être même d'une rencontre avec un léopard. Sa seule arme est un arc en bois de près de 2 mètres de haut, fait d'un bois dur et flexible, si puissant qu'il exige une force d'environ 311 newtons pour être tendu complètement. Cela équivaut à environ 70% du poids corporel de l'archer lui-même. Les garçons Hadzabe reçoivent leurs premiers arcs à l'âge de 3 ans et passent leur vie entière à perfectionner leur technique, pratiquant quotidiennement, jusqu'à ce que le mouvement devienne aussi naturel que respiré. Les flèches sont fabriquées artisanalement à partir de bois de Congoroko, empennés avec des plumes de pintade pour la stabilisation en vol. Les pointes en métal sont obtenues par échange avec les forgerons de la tribu voisine d'Atoga, forgés à froid à partir de clous de construction ou d'autres morceaux de métal disponibles. Les flèches voyagent à environ 45 mètres par seconde, avec une énergie cinétique estimée à environ 37 joules. Mais le chasseur doit s'approcher à pas plus de 25 à 50 mètres de l'animal pour avoir une chance de tir effectif. 50 mètres d'une girafe avec une vision panoramique de 360 degrés, une ouïe fine et un odorat capable de détecter une présence humaine à des kilomètres de distance. 1 contre 1, en terrain découvert, ce serait un suicide. Mais les Hadzabe ne chassent pas les girafes à l'improviste. Ils ne poursuivent pas l'animal à travers la savane. Ils n'essaient pas de l'encercler en groupe. Ils n'utilisent pas de pièges mécaniques ou de fosses creusées. Ils transforment le paysage lui-même en une embuscade silencieuse et mortelle. Durant la saison sèche, quand l'eau se fait rare et que les animaux n'ont d'autre choix que de visiter les rares sources restantes, les Hadzabe connaissent chaque puits, chaque source, chaque dépression où l'humidité persiste, même quand tout autour est desséché. Ils connaissent ces lieux depuis des générations innombrables. Leurs grands-pères y ont chassé, les grands-pères de leurs grands-pères aussi, et les ancêtres avant eux, remontant le temps jusqu'à des époques que l'histoire écrite elle-même n'atteint pas. Le savoir a été transmis de père en fils pendant des millénaires, codifié dans une langue qui ne ressemble à aucune autre sur Terre. Le Hadzan est ce que les linguistes appellent une langue isolée. Pendant des décennies, les chercheurs ont tenté de la classer avec les langues Khoisan d'Afrique australe, parce que les deux utilisent des clics.
Mais des analyses plus détaillées ont révélé qu'il n'y a pas de parenté réelle. Le Hadzan est apparu et a évolué de manière complètement indépendante de toute autre famille linguistique connue. C'est possiblement l'une des langues les plus anciennes encore parlées par des êtres humains sur la planète. Elle contient des clics et des claquements gutturaux qui semblent impossibles pour quiconque n'a pas grandi en la parlant. Elle ne possède pas de système d'écriture. Elle n'existe que dans la tradition orale, transmise de génération en génération à travers des histoires, des chants et des conversations autour des feux. Environ 800 personnes la parlent encore couramment, la plupart étant des adultes âgés. Les jeunes migrent progressivement vers le swahili, la langue franque d'Afrique de l'Est, et une partie de ce vocabulaire ancestral est dédiée exclusivement à la chasse. Des dizaines de mots différents pour décrire des animaux morts dans différents états, des conditions de proie, des types de terrain, des comportements de fuite, des qualités de viande. Une précision linguistique née de 50 000 ans d'observation, de pistage, de mise à mort, de survie. Quand un chasseur décide de monter une embuscade pour du gros gibier, il identifie d'abord le lieu idéal. Les Hadzabe appellent ces positions d'embuscade Salameda. Il peut s'agir d'une source d'eau naturelle qui persiste même lors de la sécheresse la plus sévère. Il peut s'agir d'un regroupement de baobabs aux fruits mûrs, car ces arbres peuvent fructifier pendant jusqu'à 5 mois consécutifs et attirent divers animaux. Il peut s'agir d'une concentration de termitières qui attire les fourmiliers et d'autres mammifères. Il peut s'agir d'un amas de jeunes gousses d'acacia. Le chasseur étudie le terrain avec l'attention de celui qui a appris à lire le paysage avant d'apprendre à parler. Il observe les schémas de mouvement des animaux sur plusieurs jours. Il note quelles pistes sont les plus utilisées, où la végétation a été piétinée récemment, où se trouvent des excréments frais. Il analyse la direction prédominante du vent dans cette zone spécifique, car une rafale portant son odeur dans la mauvaise direction peut ruiner des jours de préparation en quelques secondes. Alors il construit la cachette. C'est généralement une structure simple, presque primitive dans son élégance fonctionnelle. Des branches entrelacées formant une barrière basse, de l'herbe sèche couvrant les ouvertures, des feuilles et des débris de l'environnement lui-même, dissimulant toute ligne droite qui pourrait dénoncer une présence humaine. Le matériel est collecté à proximité immédiate pour qu'il n'y ait pas de différence de couleur ou de texture. La cachette doit ressembler à un simple buisson parmi tant d'autres dans le paysage africain. Le chasseur doit rester complètement invisible. Et plus important encore, complètement inodore. Les girafes ont un odorat extrêmement fin. Toute odeur humaine portée par le vent, même à de grandes distances, fera changer l'animal de route. Les chasseurs Hadzabe évitent d'utiliser toute substance parfumée. Certains se couvrent de boue ou de cendre pour masquer l'odeur corporelle naturelle. La position de la cachette par rapport au vent dominant est calculée avec une précision absolue. L'attente commence au crépuscule. Le soleil descend derrière l'escarpement occidental de la vallée du Rift, ces falaises de près de 1000 mètres qui forment la frontière sud-est du Serengeti. Le ciel se transforme en une explosion de couleurs impossibles. Orange intense, rouge sang, pourpre profond, des tons de rose qui semblent peints par quelque artiste divin. Les températures, qui durant la journée peuvent dépasser 40 degrés Celsius, commencent à chuter rapidement. Les premiers animaux nocturnes commencent à s'activer. Les hyènes appellent au loin avec leur ricanement caractéristique. Les chacals aboient, les chouettes commencent leur chasse. Le chasseur reste immobile. Il préfère les nuits de pleine lune. Des recherches scientifiques sur les chasseurs-cueilleurs ont découvert que la chasse nocturne à l'affût chez les Hadzabe est plus de 3 fois plus productive que toute autre méthode de chasse. La raison est élégamment simple. La lumière argentée de la lune permet au chasseur de voir les animaux s'approcher de l'eau, tandis que lui-même reste plongé dans les ombres denses de la cachette. Les animaux, habitués à se déplacer la nuit quand des prédateurs comme les lions sont également actifs, maintiennent une certaine vigilance, mais baissent légèrement leur garde près des sources d'eau connues. Durant la fin de la saison sèche, environ 60% de tout le gros gibier obtenu par les Hadzabe provient de ces embuscades nocturnes dans des salamédas positionnés stratégiquement. Près de la moitié de toutes les proies de grande taille de l'année entière est acquise grâce à cette technique ancestrale, raffinée au fil de milliers de générations humaines. Les heures passent lentement. Le chasseur reste en position, les muscles relâchés mais prêts pour une action instantanée,
La respiration lente et contrôlée. 1 heure, 2 heures, 3 heures, parfois la nuit entière. Le froid de l'aube africaine s'installe graduellement, mais il ne peut pas bouger pour se réchauffer. Tout bruit, tout mouvement brusque et des jours de préparation seront complètement gâchés. Souvent, l'attente est vaine. Les animaux n'apparaissent pas, ou apparaissent mais détectent quelque chose d'anormal et s'enfuient avant d'être à portée de l'arc. Le chasseur retourne au campement les mains vides à l'aube, dort quelques heures et revient la nuit suivante. Et la suivante, et la suivante. La patience est une vertu que les Hadzabe cultivent dès l'enfance. Mais quand une girafe s'approche enfin de l'eau cette nuit-là, courbant cet immense cou dans une position vulnérable pour atteindre la surface liquide, le chasseur qui a attendu pendant des heures est déjà tout à fait prêt. Son arc est tendu à la limite, les muscles du bras et du dos soutenant ses 311 newtons de tension, avec la facilité de celui qui a fait cela des milliers de fois depuis l'enfance. La flèche est parfaitement encochée, la plume de pintade stabilisant la hampe en bois de Kongoroko. La pointe en métal brille faiblement sous la lumière lunaire. Ce n'est pas une flèche ordinaire. Des jours avant la chasse, le Hadzabe a préparé le venin qui fait toute la différence. Le plus traditionnel et le plus utilisé provient de la rose du désert, une plante succulente de nom scientifique Adenium obesum, que les Hadzabe connaissent sous le nom de panjuko. C'est une plante extraordinaire, tronc bulbeux et gonflé pour stocker l'eau en milieu aride, écorce lisse et brillante, fleurs voyantes de couleur rose ou rouge qui semblent presque artificielles dans leur beauté. Toutes les parties de la plante sont extrêmement toxiques. Elle pousse dans quelques endroits spécifiques de la région Hadzabe. La source principale se trouve sur une île sur la rive sud-est du lac Eyazi, où les conditions particulières de sol et d'humidité permettent aux succulentes de prospérer. Les chasseurs s'y rendent périodiquement, marchant parfois pendant des jours, spécifiquement pour récolter la matière première qu'ils transformeront en armes létales. Le processus d'extraction est laborieux et exige un savoir précis transmis de génération en génération. D'abord, le chasseur coupe des branches de la plante ou écrase la pulpe encore fixée au tronc. Certains utilisent l'extrémité en bois de leur hache, après avoir retiré la lame de métal comme pilon improvisé. La plante est pilée à plusieurs reprises jusqu'à devenir une masse fibreuse complètement imbibée de sève laiteuse blanche. Le jus est ensuite pressé soigneusement dans un récipient. Souvent, c'est la même marmite de cuisine que la famille utilise pour préparer les repas quotidiens. Il n'y a pas de séparation rigide entre les ustensiles domestiques et les outils de chasse dans la vie Hadzabe. Le liquide extrait est porté au feu et bouilli lentement, patiemment, jusqu'à ce que toute l'eau s'évapore complètement, ne laissant qu'une substance noire, épaisse et collante comme du goudron. Une fois prête, la marmite est lavée exhaustivement à l'eau claire. L'une des femmes du campement teste avec le bout de la langue. S'il reste un goût amer, le lavage continue jusqu'à sa disparition. Quand l'amertume disparaît complètement, la marmite est de nouveau utilisée normalement pour cuisiner les aliments. C'est une praticité qui peut sembler alarmante pour les sensibilités modernes, mais qui fonctionne parfaitement depuis des millénaires sans incident. La masse de venin noir est façonnée comme de l'argile et peut être transportée sous forme de boules pendant des semaines ou même des mois sans perdre sa puissance. Quand le chasseur est prêt à l'utiliser, il mélange de petites quantités avec de la salive dans une coquille de mollusque et applique la pâte directement sous la pointe métallique de la flèche, l'enroulant dans de fines lanières qui adhèrent fermement à la hampe en bois. Il existe d'autres types de venins que les Hadzabe utilisent. Le deuxième plus commun provient de Strophanthus emini, une plante grimpante qui pousse dans les zones montagneuses du territoire Hadzabe. Les Hadzabe l'appellent Shanjoko. Le venin extrait de ces graines est brun et considéré comme encore plus puissant. Un troisième type, appelé Kalikasi, est obtenu par échange avec les tribus voisines, car la plante d'origine ne pousse pas sur le territoire Hadzabe. Les trois types fonctionnent selon le même principe biochimique dévastateur. Ils contiennent des glycosides cardiaques. Ce sont des composés chimiques qui interfèrent directement avec le fonctionnement du muscle cardiaque. Lorsqu'ils pénètrent dans la circulation sanguine par une blessure, ils empêchent le cœur de se relâcher entre les contractions. Le muscle se bloque en état de systole permanente. Le cœur ne parvient plus à pomper le sang vers les organes vitaux. Chez l'humain, la mort survient en environ 15 minutes. Chez les animaux de chasse de taille moyenne, le temps moyen est de 20 minutes.
Chez une girafe de plus de 1000 kilos, cela peut prendre considérablement plus de temps. L'animal blessé peut courir sur des centaines de mètres, voire des kilomètres. Il peut même sembler, dans les premiers instants après avoir été touché, que la flèche n'a causé aucun dommage significatif. Mais le chasseur sait. Il a vu exactement où la flèche est entrée. Il a entendu le son caractéristique de la pointe pénétrant la chair vive. Il a noté la réaction instinctive de l'animal, le bond de surprise, la fuite dans une direction déterminée. Maintenant commence la deuxième phase de la chasse, qui exige autant d'habileté que la première, le pistage. Les premiers signes d'empoisonnement apparaissent en quelques minutes. L'animal commence à baver excessivement, la salive moussant au coin de la bouche, tandis que les glycosides commencent à affecter le système nerveux. Viennent ensuite les vomissements et la diarrhée, alors que le système digestif réagit violemment aux composés toxiques. La girafe devient progressivement faible, léthargique, instable sur ses jambes immenses qui la soutenaient auparavant avec tant d'élégance et de puissance. Le Hadzabe suit la girafe blessée, avec la patience de celui qui sait que le temps est désormais de son côté. Il lit les signes au sol, comme vous liriez un livre dans votre langue maternelle. Des empreintes plus profondes d'un côté indiquent que l'animal chancelle, reportant son poids de manière inégale. Des branches cassées à des hauteurs spécifiques révèlent par où il est passé. Des feuilles arrachées montrent où l'animal a trébuché et cherché désespérément un appui. Des gouttes de sang assombrissent la terre sèche, marquant le chemin comme des miettes de pain dans une forêt de contes de fées. Le chasseur retourne au campement. La marche peut prendre des heures, selon la distance parcourue par la girafe avant de tomber. Il arrive généralement à l'aube, épuisé mais calme. Le campement s'éveille déjà. Les feux sont rallumés avec des braises préservées durant la nuit. Les enfants s'étirent et bâillent. Les femmes préparent les paniers de paille pour la collecte du jour. Les hommes vérifient leurs arcs et leurs flèches. Le campement typique est une collection d'environ une demi-douzaine de huttes, faites de branches courbées et entrelacées, couvertes d'herbes sèches dorées. Ce sont des structures qui peuvent être construites en moins de 2 heures et abandonnées sans aucun remords. Environ 20 à 30 personnes y vivent, des familles nucléaires, des anciens respectés, des enfants de tous âges courant entre les huttes. Il n'y a pas de chef, pas de leader formel, pas de hiérarchie visible. Les décisions sont prises par consensus informel à travers les conversations. Le chasseur annonce la prise. Et alors quelque chose d'extraordinaire se produit. Tout le monde s'arrête de faire ce qu'il faisait. Absolument tout le monde. Les femmes qui se préparaient à déterrer des tubercules dans les champs lointains. Les hommes qui réparaient des flèches où se reposaient à l'ombre. Les enfants qui jouaient entre les huttes. Les anciens qui se chauffèrent les os au soleil du matin. Tous. Parce qu'une girafe est trop grande pour être transportée jusqu'au campement. Alors le campement va à la girafe. En moins de 2 heures, les Hadzabe démontent complètement leur vie. Les huttes de branches sont laissées derrière ou rapidement démantelées pour récupérer les matériaux. Les effets personnels, qui tiennent dans une seule couverture en peau animale, sont roulés et jetés sur les épaules. Que possède réellement une personne Hadzabe au monde? Une marmite de cuisine, un récipient pour l'eau fait d'une calebasse, une hache avec une lame en métal du commerce, un arc et des flèches, un couteau de chasse dans un fourreau en cuir de dik-dik, les vêtements qu'elle porte, quelques petits objets gardés dans un sac suspendu au cou. C'est tout. La communauté entière marche à travers la brousse africaine jusqu'à l'endroit où l'animal est tombé. Des femmes portant des bébés attachés au dos avec des tissus ou des peaux, de jeunes enfants tirés par la main ou portés dans les bras des plus grands. Des anciens marchant à leur propre rythme sans hâte, car personne n'est laissé derrière en aucune circonstance. Quand ils arrivent sur le lieu de la chasse, le travail commence immédiatement. De nouvelles huttes de branches sont érigées autour de la carcasse, en utilisant le matériel disponible à proximité. Des feux sont allumés avec la technique traditionnelle, un bâton de bois dur tourné rapidement entre les paumes des mains contre un morceau de bois tendre muni d'un petit orifice, créant une friction suffisante pour produire une braise incandescente qui est ensuite soufflée sur de l'herbe sèche jusqu'à devenir flamme. Et commence le processus d'exploitation de l'animal qui nourrira tout le groupe pendant des semaines entières. Une girafe mâle adulte peut peser plus de 1200 kilos. Des études scientifiques sur le rendement des carcasses de girafes montrent que les mâles rendent environ 62% de leur poids, en viande utilisable, les femelles environ 57%.
Cela signifie qu'un grand mâle peut fournir entre 600 et 700 kg de viande pure. 600 kg de protéines. Pour un groupe de 30 personnes qui ne passent normalement que 3 à 4 heures par jour à chercher de la nourriture, une seule girafe représente une abondance presque inimaginable. C'est l'équivalent de semaines de chasse fructueuses concentrées en un seul animal immense. La viande est transformée de plusieurs manières au cours des jours suivants. Une partie est consommée immédiatement, coupée en morceaux et rôtie directement sur les feux crépitants. La graisse fond et goutte sur les braises, créant un arôme qui attire tous les charognards de la région. Des hyènes rôdant à distance de sécurité, des vautours tournoyant patiemment dans le ciel bleu, des chacals aux aguets parmi les buissons. Une partie de la viande est coupée en lanières fines et longues, suspendues à des branches ou des cordes improvisées pour sécher au soleil et au vent constant. Ce processus crée une sorte de viande séchée africaine appelée biltong, qui peut durer des semaines ou même des mois sans réfrigération, même dans la chaleur intense de la savane. La viande séchée perd la majeure partie de son humidité, mais préserve les protéines et les nutriments essentiels. Les os longs des jambes reçoivent un traitement spécial. Ils sont brisés avec des pierres utilisées comme marteaux contre des rochers plus grands servant d'enclume, exposant la moelle graisseuse qui est considérée comme l'un des plus grands délices. La moelle de girafe est particulièrement valorisée, riche en calories, en acides gras essentiels, en nutriments que le corps humain absorbe avec une facilité extraordinaire. Mais toute la viande n'appartient pas à tous de manière égale. Les Hadzabe ont un concept appelé epem, qui régit la distribution de certaines parties spécifiques de l'animal. Seuls les hommes ayant déjà tué du gros gibier, ce qui arrive généralement vers la vingtaine, peuvent être appelés hommes épémés. Et seuls les hommes épémés peuvent manger certaines parties considérées comme spéciales et sacrées, le rein, le poumon, le cœur, le cou, la langue, les parties génitales de l'animal. Ces morceaux sont consommés séparément, lors d'un repas exclusivement masculin, qui a lieu loin des femmes et des enfants, généralement la nuit quand tous les autres dorment déjà. C'est un moment de camaraderie entre chasseurs, d'histoires partagées, de transmission de savoir des plus anciens aux plus jeunes. Le reste de la viande est cependant divisé de manière extraordinairement égalitaire. Les Hadzabe n'ont pas de chef, ils n'ont pas de hiérarchie sociale formelle, ils n'accumulent pas de richesses ou de possessions au-delà du minimum nécessaire pour survivre. Quand il y a de la viande, tout le monde mange jusqu'à satiété. Quand il y a pénurie, tout le monde a faim de la même manière, sans exception. Les anthropologues qui ont étudié les Hadzabe pendant des décennies décrivent cela comme l'une des sociétés les plus véritablement égalitaires jamais documentées dans l'histoire humaine. L'anthropologue James Woodburn a écrit que les Hadzabe sont obsédés par l'égalité, que les différences de pouvoir, de richesse et de statut sont systématiquement subverties par des normes sociales profondément enracinées. La zone autour de la blessure originelle, là où le venin est entré dans la circulation sanguine, doit être soigneusement retirée et jetée. Les glycosides cardiaques peuvent être dangereux s'ils sont consommés en quantité. Mais le reste de l'animal est tout à fait sûr. La toxine ne se propage pas dans la viande musculaire durant le temps écoulé entre l'empoisonnement et la mort. Les jours suivant l'abattage d'une girafe sont des jours d'abondance et de célébration authentique. Personne n'a besoin de sortir chasser ou cueillir. La nourriture est là, abondante, renouvelée à chaque repas. Les nuits incluent des danses et des chants qui résonnent dans la savane obscure, des histoires racontées autour des feux, des rires d'enfants au ventre plein pour la première fois depuis des semaines. Les Hadzabe ont une danse rituelle également appelée épémé qui n'a lieu que les nuits sans lune, dans l'obscurité totale et absolue. Tous les feux du campement sont complètement éteints, et dans l'obscurité, les hommes dansent, frappent le sol en rythme, chantent des chansons ancestrales qui relient les vivants aux morts, les humains aux forces cosmiques. Ishoko et Hain sont les figures mythologiques centrales de cette cosmologie. Selon les Hadzabe, autrefois le ciel se trouvait sous la terre. Ishoko et Hain ont enroulé le ciel et la terre comme deux feuilles de cuir et ont inversé leur position, plaçant le ciel au-dessus de nous. Ces figures ont également donné aux humains l'accès au feu, ont enseigné comment s'asseoir, comment choisir des lieux pour vivre, quels aliments pouvaient être mangés. Ishoko est solaire et féminine. Hain, son mari, est lunaire et masculin. Mais la réalité contemporaine des Hadzabe
est bien moins idyllique que cette description ne pourrait le suggérer. Jusqu'à il y a 30 ans, ils chassaient régulièrement de grands animaux comme des zèbres, des buffles et des girafes dans les denses forêts d'acacias de leur terre natale, la vallée de Yaeda Chini. Ils partagèrent le territoire avec des rhinocéros, des lions, des éléphants et de grands troupeaux d'animaux. Aujourd'hui, la plupart de ces grands mammifères ont drastiquement diminué. Les Hadzabe dépendent de plus en plus de petits gibiers, des dik-dik minuscules, des singes, des porcs sauvages. La chasse à la girafe est devenue un événement rare. Le territoire Hadzabe a rétréci de 90% au cours des 50 dernières années. Des bergers ont apporté du bétail, qui rivalise pour l'eau et effraie le gibier. Des agriculteurs ont déboisé des forêts pour planter des oignons. Des routes coupent les chemins de migration animale. Des clôtures divisent la terre communale. Sur une population d'environ 1300 personnes, seul un tiers vit en